Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Julien, Jérémy, Fred, Owen et le retour de Alice. Voilà. Alice qui vient pour un film en particulier. Exactement. Parce que rappelle par exemple, Alice, toi ton sujet de thèse Oui. portait sur... Ça porte sur les costumes et donc forcément quand j'ai vu les premières images de Hurlevent, j'avais beaucoup d'opinions. Et je suis allée voir ce film avec mes opinions. Et voilà, on va en parler. On va amener nos opinions. On a un programme assez chargé pour cet épisode, puisque donc, pas mal de films sont sortis ces 2 dernières semaines, avec donc pour film principal Hurlevent, mais on parlera aussi de Retour à Silent Hill, Aucun autre choix, Send Help, y a Le Gâteau du Président, un docu sur Jeff Buckley, The Mastermind, à pied d'œuvre. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Comment il s'appelle le film sur... It's never over. Parce que Owen, il arrête pas de dire It's never okay. Parce que ça m'énerve. Et encore, vous avez épargné 2 films. En deuxième partie, parce que Silent Hill, Jérém nous fera les chiffres des adaptations en jeux vidéo. Et en Joker... Alice. Alice. Ouais. Ouais. Ok. Ah. Désolé Fletty. Désolé Fletty, mais ton Attendez. Joker ne nous a pas... Parce que Fletty nous a envoyé son Joker pour le... qui nous avait promis qu'il nous enverrait il y a 2 semaines. Ouais. Et le Joker de Fletty, c'est: l'amour au cinéma reflète-t-il la réalité ou fabrique-t-il nos attentes? Est-ce que le cinéma idéalise notre vision de l'amour? Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Alors que là, on a genre 5 minutes. On fera un épisode sur l'amour. Ouais. Mais en attendant, on va filer le Joker à Alice. Voilà, Alice. Super. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Insta et TikTok et que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Et donc le premier film qui nous intéresse, à vrai dire, on est 3 finalement à l'avoir vu: Alice, moi-même et Jérémy. Hurlevent par Emerald Fennell est la nouvelle adaptation des Hauts du Hurlevent d'Emily Brontë avec Margot Robbie et Jacob Elordi. C'est surtout le film qui, je crois, était détesté par tout mon entourage avant de le voir. Et du coup, j'avais l'impression que tout le monde est allé le voir pour le défoncer dès sa bande-annonce. Et au final, on va le défoncer. Oui. Monsieur Linton m'a demandé en mariage. Heathcliff est parti. Vous devez l'accepter. Sur les landes balayées par le vent de Yorkshire, la passion dévorante entre Catherine Earnshaw et Heathcliff se transforme en une obsession destructrice, bouleversant leur vie et celle de leur entourage. Préambule, avant toute chose, je tiens à dire que je n'ai pas lu le roman, voilà. Moi, je l'ai lu il y a très très longtemps, j'en ai Pareil. très peu de souvenirs. Bah pareil. Je peux... En vrai, je sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire, mais je commencerai par ceci. C'est un des plus beaux films que j'ai vu au service d'un des scénarios les plus minables de l'histoire. Et encore, est-ce qu'il est vraiment si beau que ça? On va en parler. C'est un film TikTok, esthétisé voilà. TikTok. Merci. C'est fait pour les édits. Après, Voilà. pour quelque chose qui se vend comme une romance, c'est pas si étonnant que ça, mais même, je trouve que le film se vend très mal, puisqu'il se vend comme une romance érotique qui s'inscrit un peu dans la lignée de la dark romance en littérature et tout, et ça, même ça, il le fait pas bien, donc... Non, mais tu fais des captures d'écran, le film il est beau factuellement. Oui, mais faut qu'il y ait plus que ça pour faire un film, je suis désolé. Ah oui, carrément. Oui, s'il n'y qui a est pas beau. de fond. Qu'est-ce qui est beau dans ce film? La photographie, elle est bien. Les couleurs, très belle. les acteurs sont beaux. Oui, mais ils sont trop beaux, justement. Ouais, les couleurs sont beaux. Mais t'as que ça en fait. Mais franchement, t'as que la photographie. Les décors, allez. J'accepte les décors. Bah, les costumes du coup. Alors, en fait, je pense pas que les costumes soient foncièrement mauvais ou moches. Sauf la robe que porte Margot Robbie quand pour sa nuit de noces, l'espèce de cadeau, là, emballage cadeau plastique dégueulasse, là, c'est terrible. Mais je trouve que sinon, en fait, le fait que ce soit des costumes qui ne soient pas historiques, je pense pas que ce soit un problème. Néanmoins, il y a aucune cohérence entre tous les costumes en eux-mêmes. Et donc, les costumes semblent juste foutus là pour avoir des belles robes. Et vraiment, j'avais l'impression de voir une extension de Barbie. C'est la même costumière que pour Barbie. Et ça se sent. Enfin, vraiment, c'est juste Margot Robbie qui refait Barbie, quoi. Et donc, je trouve ça un petit peu dommage. C'est celle qui avait fait Spencer aussi. Oui, elle a fait Spencer de Pablo Larraín. Après, Spencer comme Barbie, il y a aussi beaucoup eu l'intervention de Chanel, donc c'est aussi pas que elle. Mais elle a fait des très bons films pour les costumes, notamment The Batman, qui je trouve a de très très beaux costumes. Après, elle a fait aussi des choses un petit peu moins bien, genre La Belle et la Bête de 2017. Yes. Donc voilà, elle est capable du pire et du meilleur. Tu peux dire son nom d'ailleurs, parce qu'on l'a pas encore dit. Jacqueline Durand. Jacqueline Durand. Elle a pas gagné juste- un Oscar, elle? Si, je crois. Elle a fait la robe que porte Keira Knightley dans Atonement. La fameuse La robe robe verte. qui est absolument sublime. Je pense que c'est l'une des plus belles robes du cinéma.
Et là, elle fait ça. Bon, bah voilà. Et sinon, du coup, le scénario par rapport au livre. En fait, c'est même pas. Tu veux dire où je l'ai dit? Bah, en fait, franchement, de base, alors je rappelle que le film de base avait potentiellement une sortie Netflix. Enfin, il y avait Netflix et Warner qui étaient sur le coup à l'époque, mais Margot Robbie étant productrice du film avait dit non, vas-y, on va vers Warner puisque ça sort au cinéma. Je suis désolé, ça a totalement la possibilité d'avoir c'est un scénar type Netflix. Pourtant, ça correspond plus un peu au standard Amazon Prime. Oui, ou Amazon Prime. Je pensais plus à Amazon Prime également, mais c'est totalement un scénar type SVOD. Je suis désolé. Mais du coup, pour répondre à la question du bouquin, en fait, ils ont retiré un bon élément en fait de la personnalité des personnages parce que, en gros, les Hauts d'Hurlevent, qu'est-ce que c'est quand même? C'est une famille qui vit recluse, mais qui est quand même noble dans une demeure qui se situe dans les Hauts d'Hurlevent, donc très isolée, qui adopte un jeune garçon de couleur qu'il nomme Escliffe, et en fait, c'est cette relation que Escliffe et Cathy, en fait, Escliffe, du fait de son... Oui, il déteste sa famille d'adoption. Oui, il déteste sa famille d'adoption, c'est un pauvre, il est racisé, et en fait c'est une question d'ascension sociale et une question de hargne contre la société, et en fait c'est par son ascension qu'il va mettre en péril en fait sa relation avec Cathy, parce que c'est la seule chose qu'il n'arrive pas à maintenir dans son ascension, et voilà. C'est juste que Heathcliff déteste la société parce que la société le déteste, et sa haine, elle est justifiée dans le roman parce que... parce qu'il est complètement rejeté constamment, et même dès que les gens le voient, ils le détestent alors qu'ils lui ont même pas adressé la parole. Et justement là, le choix de ne pas en faire, de prendre Jacob Elordi, et fait que juste c'est un homme conventionnellement beau, blanc, qui a pas de raison donc d'être détesté, et donc juste il a la haine pour rien, et en fait ça fait des personnages, et Cathy aussi est absolument insupportable, et c'est des personnages détestables, très imbus d'eux-mêmes, et dans le roman c'est un peu le cas, mais au moins ils ont des raisons d'être comme ça. Là ça sort de nulle part, et c'est juste horrible de les suivre. Oui, du coup ce qui amène à la question suivante pour moi devant le film, pourquoi elle l'aime? Mais c'est ça le truc, c'est que c'est des Pourquoi personnages qui se donnent des problèmes qu'ils sont pas censés vraiment avoir. Et c'est quoi le nœud du film? C'est qu'à un moment donné, Escliffe, il a entendu Margot Robbie dire qu'elle va épouser un gars parce qu'il est riche, mais qu'elle est tiraillée parce qu'elle est amoureuse quand même de Escliffe. Et Escliffe n'entend pas l'élément « je suis amoureuse de Escliffe ». Et tout le drame terrible qui va s'emparer d'eux repose sur juste... Il n'a pas entendu la fin de la phrase. Et du coup, ils se tiraillent pendant des années et des années, ils se font du mal l'un à l'autre, pour rien. Parce qu'ils sont bêtes. Oui, c'est ça l'amour, mec. Mais non, mais... non, c'est ça, enfin... Ils sont cons. Et ils sont cons, et surtout, une fois qu'ils ont résolu qu'ils ont éclairé toutes les zones d'ombre, ils continuent d'agir dans la bêtise. Mais est-ce que ce quiproquo, il est le cœur du film, du coup? Mais même pas, en fait, à un moment donné, enfin, tu vois c'est là... un peu le cœur du film. Enfin, c'est ce qui provoque toute la suite, toute la ouais, mais deuxième moitié du film. Mais... Les personnages sont dans une mélasse, dans une situation super bizarre, où finalement il suffirait juste de parler pour résoudre les choses, et en fait non, ils préfèrent se mettre des doigts dans la bouche, quoi. Oh putain, la langue de Jacob Elordi, je peux plus la voir. Non mais sérieusement, quoi, le mec, Cathy il fait non, lui il fait si, regarde, tu aimes quand je mets mes doigts dans ta bouche. Il fait non, enfin si un peu, et tu aimes quand je mets ma langue. Mais non, mais arrêtez, quoi. Oui, ils ont vraiment fait un Hurlevent version dark romance. Oui, mais c'est même pas vraiment de la dark romance. Les scènes de sexe ont rien de... Non. Ils sont pas terribles, quoi. Même ça, il le réussit pas. Moi, si tu veux, il y a deux clashs qui se sont faits pendant que je regardais le film. Bien évidemment, t'as tout ce qui est Prime Video, Amazon, donc tout ce qui est After, Kissing Booth, voilà. À contresens, tout ça. Et j'ai eu des grosses réminiscences de Autant n'emporte le vent aussi. Oui, mais le film fait tout pour y ressembler. Ou même dans certains pans de l'histoire. Donc, du coup, j'ai eu quand After rencontre Autant n'emporte le vent. Sur Autant n'emporte le vent, déjà les costumes aussi ressemblent un petit peu aux robes que peut porter Scarlett O'Hara, mais les coiffures sont les mêmes que Scarlett O'Hara, et donc c'est pour ça aussi que ça donne cette impression. Mais pour revenir sur ce que tu disais plus tôt, je pense que le film essaie de nous vendre ça comme une passion absolue qui va à l'encontre de tout le monde et de tout, sauf qu'en fait c'est très difficile de croire à cette passion, parce que les deux acteurs, je sais pas, moi je crois pas à leur amour entre deux. Et ouais, juste aussi, ils sont trop beaux pour le film et pour ce genre de rôle. Pour l'univers dans lequel ils évoluent. Oui, pour leur univers. Ils sont juste trop beaux, c'est trop des acteurs hollywoodiens. Si Margot Robbie si effectivement Cathy était aussi belle que Margot Robbie l'est, parce qu'elle est magnifique,
tout le monde serait à ses pieds constamment à ce moment-là, dans cette époque, tu vois. Et donc c'est super difficile de croire à eux et à cette histoire. C'est étrange parce que la demeure des Hauts-du-Redevant, elle est sale, le père de Cathy est... Très incompréhensible dans l'architecture aussi. Ouais, et ouais, ces deux personnages-là qui sont excessivement beaux. On a trop d'acteurs hollywoodiens trop beaux maintenant, c'est un problème. Mais d'ailleurs, je trouve qu'il y a une erreur de casting parce que je trouve que la Cathy adolescente, elle ressemble plus à Claire Danes qu'à Margot Robbie. Il n'y a pas une question aussi d'âge où Margot Robbie elle a 40 ans et Jacob Elordi elle en a 35 et Elordi en a 28. Est-ce que ça se ressent un peu dans le film peut-être parce qu'ils sont censés avoir le même âge, non ? Non, après elle paraît peut-être un peu âgée parce qu'il me semble qu'elle se marie quand même assez jeune normalement et qu'on s'attend à ce qu'elle paraisse plus jeune, mais c'est aussi son visage, le fait qu'elle ait une mâchoire marquée qui tout de suite la fait paraître plus âgée peut-être. Mais moi je réfléchissais à un autre élément aussi de la direction artistique du film, c'est qu'il y a Charlie XCX qui fait la BO et il y a beaucoup de jeux, même pas, mais genre il y a une importance donnée au fluide, au jaune d'œuf, à la pâte, à... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ce poisson-là qui est mis dans de la gelée. Oui, il y a aussi la bave d'un escargot. Voilà, tous ces trucs-là. Et je suis pas très connaisseur, mais je me demandais si ça se rapprochait de l'esthétique Brat de Charlie XCX. Pas spécialement. Ouais. Après, moi je trouve que le choix de Charlie XCX c'est bien dans ce film. Ce que j'ai pas aimé par contre dans la musique, c'est vraiment les musiques larmoyantes qu'il y a surtout sur la fin avec les gros violons et tout là. Est-ce qu'ils ont mis du Max Richter ? Non, mais vraiment c'est très tire-larme à la fin et c'est très désagréable poussif. Je trouve. C'est très poussif. Oui, un peu trop. Et du coup, le reste de la BO est en décalage avec un peu l'époque, ça donne quoi ? Comme c'est anachronique à la manière d'un Baz Luhrmann à certains instants. Hein. Ok. Baz Luhrmann le fait mieux, mais un peu de respect pour Baz Luhrmann, s'il te plaît. Mais après, comme tout est anachronique, les décors, les costumes, ça passe dans l'ensemble. Je trouve que la musique, c'est ce qui passe le mieux sur le coup. Mais... Pour terminer, pour conclure, moi, en vrai, à part déverser toute ma haine que j'ai contre ce film... à part dire c'est de la merde, n'y allez pas, je vois pas quoi dire d'autre. Je voudrais préciser que je trouve qu'Emerald Fennell est quand même un sacré pétard mouillé, ou alors l'une des personnes qui est le plus surcotée actuellement à Hollywood, je pense, parce que Promising Woman, c'était très cool sur l'idée de base, l'exécution était pas ouf. Bah non. Saltburn, c'était vraiment pas bien pour moi, j'ai vraiment pas aimé. Les Hauts-de-Hurlevent, pareil, c'est une bouse absolue selon moi. Est-ce que peut-être Emerald Fennell, on lui en donne trop. Enfin, on met trop d'espoir sur elle et finalement on occulte un peu ça. Non, Saltburn, c'était sympa. En soi, je pense qu'elle va trouver son public, notamment des personnes un peu plus jeunes. Peut-être qu'on est déjà trop vieux et on a trop des idées de vieux, mais... Ouais, c'est vrai qu'on est moins virulent que ce que je pensais, mais en même temps, la colère post-séance, elle est passée un peu. Mais j'ai plus l'impression que le film est vide, c'est ça. Ouais, non, mais le film est exaspérant. Exaspérant. La dernière heure et demie, et le film dure 2h15, est vraiment très dur à encaisser. C'est long, putain. Et non, moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est des représentations de relations ultra toxiques et qu'on essaie de tourner ça de manière romantique, tu vois. Dark romance. Oui, mais là, tu vois, genre, ça touche non seulement à de la littérature qui a 200 ans. Ouais, après, l'œuvre est tellement adaptée que ça me choque même pas que t'en fasses un truc totalement différent. Mais ça atterrit à Hollywood, ça atterrit sur le terrain de TikTok, ça influence des gens plus jeunes. Moi, je suis désolé, le comportement de Jacob Elordi dans ce film-là, c'est... Mais tu soulèves le débat de la dark romance actuellement dans les librairies, les bibliothèques, en fait. Jacob Elordi, il a déjà fait de la dark romance. Oui, mais Kissing Booth, c'est atroce, hein. Tu vois. Le comportement de Jacob Elordi dans Kissing Booth est atroce également. Dans tout, c'est un préquel. Mais tu vois, t'as dit le comportement de Jacob Elordi, c'est ses personnages. Mais non, bien sûr, c'est son personnage, mais on lui écrit que des personnages de salopards, quoi. C'est un salopard dans la vraie vie. Je pense pas, c'est pas l'image qui... Ah si. Mais du coup, Alice, non, ça te revient pas ? C'est juste que je trouve ça un peu... En fait, je pense que c'est bien qu'on puisse faire des adaptations libres, et c'est pas parce qu'un film est une adaptation libre que c'est un mauvais film. Mais c'est vrai que là, c'est un peu dommage de voir que l'œuvre d'Emily Brontë est très mal comprise. Elle a très vite été vendue comme une romance alors que ça n'en est pas une. C'est un livre sur la violence, la destruction, la jalousie et ce genre de thèmes. Et c'est hyper frustrant de voir que là, ils ont énormément joué sur cet aspect-là de romance pour vendre le film parce que ça sort à la Saint-Valentin, parce qu'ils ont adoré dire que Jacob Elordi et Margot Robbie étaient presque tombés amoureux sur le tournage, alors qu'en plus, elle est mariée, elle a un enfant. Oui. Enfin, moi, j'arrive pas à y croire. Et ça sort aussi à un moment où justement une maison d'édition spécialisée dans la romance a fait un post Instagram pour
montrer qu'ils ont ressorti donc une édition des Eaux de Hurlevent qui s'appelle Hurlevent avec les guillemets, en plus qui reprend le titre du film, ce qui est un choix très particulier. Et le post Instagram, c'était la photo donc, de la couverture du roman avec Margot Robbie dessus, et à côté des tropes de romance. Je crois qu'il y avait Slow Burn, parce que ça se passe dans le truc, et d'autres tropes. Et je trouve ça tellement dommage de réduire une œuvre aussi complexe à quelque chose d'aussi simple. Et en fait, la réalisatrice Emerald Fennell a dit dans des interviews que, en gros, son adaptation, c'est comment elle a compris l'œuvre quand elle l'a lu à 14 ans. Mais il y a un moment, t'as je sais pas combien d'années de gens qui ont fait de la recherche sur ce roman. Si t'arrives pas à le comprendre, demande à des gens qui le comprennent de te l'expliquer. Parce que là, c'est juste une simplification à l'extrême d'une histoire très complexe. Et je trouve ça très Tu peux même frustrant. dire que c'est dénaturé. Oui, c'est complètement dénaturé. Et c'est un peu chiant qu'on fasse toujours ça avec les œuvres qui ont été écrites par des femmes. Et donc voilà. Donc du coup, un budget de 80 millions pour une vision d'une gamine de 14 ans, pardon, d'entendre ça, ça m'a un peu... J'ai envie de repartir sur mes grands chevaux, mais bon voilà. Pour le premier jour France, donc c'est le seul chiffre que j'aurai au moment de l'enregistrement, il a fait 48 832 entrées, c'était le troisième des nouvelles sorties du jour, derrière Les Enfants de la Résistance et LOL 2.0. Sympa ça. En résumé, n'y allez pas. Non, c'est vraiment pas bien. Mais lisez le livre. Gagnez votre temps, donnez pas d'argent à ça. N'y allez pas, c'est une Merde. Bon, écoutez, Je l'album le dis, de- moi. Bref, no other choice. Aucun autre choix, du coup d'aller On n'a voir. aucun autre choix que de parler de ce film. Ah Bah vas-y, lance-toi. Ah ouais. J'ai pas écrit de pitch. t'as de- sur Ah, le- c'est vraiment que Hurlevent. Mais je pensais au vraiment cinéma. Hurlevent comme film principal parce que je pensais qu'on l'aurait tous vu et que le reste c'est du. Mais non, je me suis pas Non, fait bon, avoir. c'est le nouveau film de Park Chan-wook. Quel était son dernier? C'était. Decision to Decision Live. to Live. Voilà. Qui adapte un roman des années 70 qui a déjà été adapté en France par Costa Gavras avec José Garcia, ça s'appelle Le Couperet. Donc il l'adapte à la sauce sud-coréenne. Tadam. Est-ce qu'on peut s'accorder pour dire que niveau film social, les Coréens ils sont bien Ils sont au-dessus de tout le forts. monde, Oui, bien Je m'y au-dessus de tout le je m'y monde. connais pas assez en cinéma coréen, mais bon, bah moi j'ai retenu Parasite un peu comme tout le monde. Et du coup, bah je vois pas des similitudes, mais j'ai l'impression que le cinéma coréen c'est un peu. C'est toujours très complexe, ça arrive toujours à bien tisser les relations sociales. Et surtout, bah, celui-là, que notre choix, c'est vraiment un énorme travail esthétique. Oui. Chaque plan est toujours poussé à son maximum. Tu t'ennuies pas, tu es toujours impressionné par les idées qu'il a visuellement. C'est un film qui est, ouais, c'est un orchestre un peu. Et j'ai envie de te dire, est-ce que t'as vu Decision to Live? Parce que à côté, Ah ouais. je trouve la réalisation dans Aucun autre choix encore exceptionnelle. Il te trouve des idées de mise en scène Mais oui. absolument dingues. Mais dans Decision to Live, il est en God mode. Hein. Ok, Vraiment. d'accord. Ouais. Alors que moi, je trouvais qu'en notre choix, des fois, ça pouvait peut-être devenir une critique, justement, que ça soit constamment une idée visuelle. À chaque plan, il y a toujours un truc, tu dis waouh, il s'arrête jamais, quoi, tu vois. Mais moi, j'ai passé un super bon moment. Je trouve ça super fort. Je trouve que j'ai pas beaucoup vu de films de Park Chan-wook, mais j'ai l'impression qu'ils arrivent. Ce qu'avait pu faire donc Bong Joon-ho avec Parasite, c'est qu'ils arrivent tellement à mêler différents genres cinématographiques. C'est toujours impressionnant de voir comment l'exercice, tu vois, de passer d'un film très émouvant, un peu drame, à un film d'horreur, à un film de thriller, à un film. Enfin, c'est génial, quoi. Le même jour, enfin vraiment juste avant d'aller voir d'aller voir No Other Choice, on a vu Lady Vengeance avec Jérém, qui est un film beaucoup plus hard, qui est dans la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook. Donc t'as Old Boy, Lady Vengeance et Sympathy for Mr. Vengeance. Et c'est des films qui sont très très lourds, mais qui ont quand même des touches d'humour. Et de toute façon, je pense que c'est ça. Enfin, en vrai, quand on dit cinéma sud-coréen, on a tous en tête Park Chan-wook et Bong Joon-ho. Donc j'aimerais pas résumer le cinéma sud-coréen qu'à ces deux-là, mais c'est souvent ce qui ressort, c'est-à-dire des sujets pris à bras le corps, mais avec beaucoup d'ironie à certains instants, parce que Parasite, c'est un film qui est très drôle quand même, malgré ce qui s'y passe. Et No Other Choice, c'est à peu près pareil. C'est des décisions extrêmement graves qui sont prises par le personnage principal. C'est grave au point qu'à un moment, ça en devient très drôle. Façon C'est ça. Breaking Bad. C'est du comique dans le drame qui fonctionne très très bien. Enfin, il trouve toujours une pointe d'humour inattendue dans un moment super dramatique. Voilà, genre la séquence qui implique dans l'appartement une là. musique très importante, Oui. très 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 forte. Oui, elle est incroyable cette séquence. Ouais. Cette séquence est ouf. Pour moi, c'est celle où vraiment j'ai explosé. J'étais en mode waouh. Mais Ok. c'est très drôle. Mais en fait,
ce qui est vraiment fort dedans, c'est les transitions qu'il va y avoir entre ces moments justement où on dit c'est dramatique, flippant, etc. Et on tombe dans l'humour, ou alors on passe d'un moment très drôle à un moment très grave. Et c'est vraiment toutes ces transitions, c'est très fluide. Je sais pas comment il arrive à faire C'est tout ça. C'est Et en plus, tellement fluide. il te montre plein de trucs qui se passent en parallèle à chaque fois, à plusieurs moments dans le film. Ouais. Et tu arrives toujours à cerner qu'est-ce qui se passe dans les deux. T'es jamais perdu, alors que Jamais tu pourrais être perdu avec tout ce qu'il fait. Hein. Mais pour moi, ça a vraiment la même saveur qu'à Breaking Bad. C'est ultra jubilatoire. Genre, c'est. Parce que No Other Choice, on dit pas ce que c'est, mais c'est un mec qui aime beaucoup trop son travail, qui, pour des raisons plus économiques, sociales, se fait renvoyer, parce qu'en fait, tous les gens de son secteur sont dans une situation où il y a beaucoup de gens très qualifiés pour des postes qui sont trop peu sur le marché. Son raisonnement, c'est je vais tuer tous les mecs qui ont un CV supérieur au moyen pour acquérir le poste que je veux. Parce qu'en fait, la situation économique de professionnels en Corée du Sud, elle est beaucoup trop instable. Et je trouve que y a ce jeu d'un père de famille qui agit dans l'illégalité avec sa famille qui est dans les parages et de cacher des choses, mais de mal les cacher, et d'avoir une famille qui petit à petit comprend un petit peu plus ce qui se passe, et ça fait que les relations entre les personnages sont toujours très, très intéressantes à regarder, surtout entre le personnage principal et sa femme, mais même avec son fils qui n'est pas vraiment son fils. Enfin, il y a tous ces degrés-là sur le jeu de l'illégalité et de cacher en fait les petites choses mal faites dans une famille. Non, c'est vraiment génial. Moi, un truc que j'ai aussi à notifier, c'est le travail du son. Je trouve qu'en termes de son, il y a beaucoup d'idées visuelles, mais il y a aussi énormément d'idées sonores. On parle de la séquence là où vous avez une musique donc de source qui est tellement forte qu'on n'entend presque plus les personnages, que ça joue dessus. Moi, je repense aussi une séquence, celle de, je sais pas si vous voyez, dans le magasin de chaussures, avec la porte qui s'ouvre avec le petit jingle. Oui. Enfin, niveau son, il y a toujours des idées. Ça pollue d'idées, en fait. Et je trouve que c'est vraiment fort, c'est qu'il y a tellement d'idées, on pourrait être perdu, en fait, pas du tout. Et c'est genre vraiment... Je pense que c'est un film, on pourrait parler d'un film d'orchestre, un peu, vous voyez. Alors, tu dis ça pollue pas dans le mauvais sens. Ça pollue dans le bon sens, pardon. Ça pullule peut-être. Ça pullule peut-être, ouais. Mais je trouvais qu'au niveau son, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours un truc. Moi, j'adore la fin aussi. Ah là, oui. Parce que... toi, tu es dans ta position de spectateur et en fait, tu as le droit de juger très 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 méchamment ce qui se passe à la fin. Dans le sens où, genre, c'est pas bien, mais pourtant, genre, il y a une explosion de quelque chose qui se passe à la fin et le film te donne pas vraiment de jugement. Genre, c'est à toi de dire ton jugement sur ce qui se passe à la fin. Moi, c'est un peu doux amer à la fin pour moi. Ah oui, mais clairement. C'est doux amer parce que le début du film est super coloré et devient terne de plus en plus, comme ce que tu avais noté dans Lady Vengeance. Non, Lady Vengeance, en fait, il y a un bonus sur le Blu-ray, et je pense que c'était vraiment comme ça que Park Chan-wook voulait diffuser de base. C'est qu'au fil du film, il tend vers le noir et blanc, en fait, littéralement. C'est un fade to black and white. Et il y a ça, enfin pas noir et blanc, mais côté terne et côté déshumanisation des personnages. Et on va s'arrêter là, je pense, sur No Other Choice, si vous êtes d'accord. On est tous les trois d'accord pour dire que c'est super très cool. bien. C'est très bien mis en scène, c'est impressionnant à regarder. C'est vraiment foncé. C'est génial. Film suivant que vous êtes trois à avoir vu maintenant, Julien, Alice et Fred, vous êtes allés voir le film de Kelly Richard, The Mastermind. Oui. Est-ce que vous avez vu beaucoup de films de Kelly J'en avais vu 2 avant. J'avais rattrapé son tout premier film. Et j'avais vu aussi... c'est River of Grass. Et j'avais vu La Dernière Piste aussi, que je trouve vraiment très bien. Ok, cool. Voilà, après, le cinéma de Kelly Richard, il faut aimer des plans très longs et vraiment pas d'action. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien, en fait, un film où juste tu te poses devant et c'est très réaliste. Ça décrit vraiment le quotidien et ça cherche pas à faire un faux suspense. Et tout le film, en fait, est ultra ironique, notamment rien qu'avec son titre. On te vend ça comme un film de braquage, mais en fait, c'est le plus gros des bras cassés qui te fait un braquage qui est nul. Forcément, le braquage est nul, donc la cavale qu'on te vend est nulle. Et en fait, ça fait beaucoup de sens, donc moi j'aime bien. C'est quelque chose qui est fait dans tous ces films. Là, tu parlais de River of Grass. River of Grass, techniquement, c'était une espèce de road movie à la Bonnie and Clyde qui se passe pas du tout comme on l'attend. Non, parce qu'il tourne en rond dans la ville. C'est ça, donc à chaque fois, c'est ça. Hein. C'est elle reprend un genre de cinéma. La dernière piste, je l'ai pas vu, mais j'imagine que c'est le western, mais remis au goût du jour. En fait, c'est du western, mais quand t'imagines la conquête de l'Ouest, t'imagines un truc très épique. Mais non, là, c'est vraiment la conquête de l'Ouest. C'est juste des chariots qui roulent dans le désert. Et en fait, ils essayent de chercher de l'eau. Et c'est ça tout le film. Il n'y a jamais vraiment de quête qui se lance, jamais vraiment d'intrigue. Mais en fait, c'est très concret.
et c'est toujours une sorte de... c'est vraiment anti-spectaculaire au possible, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Alors qu'à l'inverse, dans Night Moves par exemple, elle prend des écologistes extrémistes qui font exploser un barrage, tu dis bon c'est les gentils, et peu à peu dans le film, tu te rends compte que c'est un film très sérieux justement, qui met beaucoup de pression sur des personnages qu'on peut juger moralement bons, et qui au final sont un peu questionnés sur la moralité. Donc il y a plein de trucs cool dans son cinéma. Je sais pas, Céline, si t'avais vu d'autres films. J'ai vu First Cow. Je me rappelle l'avoir beaucoup aimé, mais avec le recul, j'en ai peu de souvenirs. Et récemment, j'ai regardé Old Joy, qui est, je crois, son deuxième film, sur deux amis qui vont camper une nuit dans la nature, et que j'ai beaucoup aimé aussi. Et oui, en fait, je sais pas grand-chose à ajouter avec ce que vous avez dit, mais j'aime beaucoup le fait, la lenteur et le fait que justement, il n'y ait pas... Comment dire, il n'y a pas grand-chose, mais de manière positive, tu t'attends à quelque chose et en fait, non, c'est juste le quotidien, c'est comme ça. Et là, pour The Mastermind, j'ai vraiment beaucoup aimé justement parce que on s'attend à un film avec de l'action. En soi, les films de casse, c'est des films d'action. Et là, il y en a écrit pas. comme un film de braquage. Et c'est même le braquage est même très drôle, tellement il est ridicule. Oui, c'est ça. Le ridicule de la chose est très intéressant. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que d'un côté, je trouve ça très reposant et on se laisse prendre par justement le côté très calme. Mais dans un sens, c'est aussi presque angoissant le fait de le voir agir aussi calmement face à quelque chose qu'il ne devrait pas. Et donc j'aime bien le fait qu'il y ait cette tension justement du fait qu'on s'attend à ce que le personnage réagisse un peu plus et soit un peu plus dans l'action, il l'est pas du tout. Et voilà. Ouais, mais en fait ce qui est intéressant, c'est quand même comme dans River of Grass, c'est que c'est des personnages qui cherchent absolument à avoir une sorte de quête principale, d'être des héros d'un quotidien en fait qui ne maîtrisent pas, il leur arrive rien. Et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'il essaye vraiment le personnage de Josh O'Connor de justifier ses actes en disant qu'il fait ça pour sa famille, ses enfants. Mais en fait c'est quelqu'un qui a des parents très aisés, qui travaille dans la justice. En fait il vit grâce à l'argent que lui donnent ses parents. Donc en fait il n'a pas du tout d'excuses, finalement, c'est juste qu'il s'ennuie dans sa vie. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en arrière-plan, ça se passe dans les années 70, et en fait, tu as toutes les manifestations contre le Vietnam. Et en fait, c'est-à-dire que le personnage pourrait s'engager dans quelque chose, mais au lieu de s'engager, il s'invente une sorte de vie de braqueur qui n'est pas du tout. Et ça, c'est-à-dire que même si finalement dans le film il se passe peu de choses, tu arrives à avoir des choses en sous-texte, et avec la fin du film, ça rend la chose très ironique. Ouais. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai un peu dormi devant le film. Ah, comme moi devant First Cow. Voilà, il y a un peu ce truc, mais je pense que c'est le cinéma de Kelly Richard qui est tellement apaisant, tellement. Mais j'ai bien dormi. Hein. Après, fait peut-être un peu trop de zèle, je pense à la scène de l'échelle. Ouais. Oui. En fait, ça a du sens que ce soit long, parce que c'est-à-dire que c'est plus long d'aller cacher des tableaux que de voler des tableaux, donc c'est dans cette idée anti-spectaculaire, mais c'est vrai que 5 minutes de Josh O'Connor qui grimpe une échelle, qui descend une échelle, qui regrimpe sur l'échelle pour remonter des tableaux et les cacher, c'est peut-être un peu long. Mais c'est le cinéma de Kelly Richard. Je me suis un peu endormi un moment où je crois qu'il y a des mafieux qui l'attrapent dans une voiture et ça me faisait beaucoup penser au cinéma un peu des frères Cohen, non ? Dans ce côté un peu quotidien. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il pourrait se passer tout un truc à ce moment-là et en fait il se passe rien. Oui, c'est ça. Je crois que ouais. Mais c'était très agréable. C'était un bon dodo. Mais non, mais le dodo de First Cow aussi m'avait mis bien. Je crois que t'as pas trop aimé First Cow du tout, toi. Non, il a dormi devant. Donc moyennement, et pourtant j'en garde un souvenir un petit peu apaisant, tu vois. Donc quelque part, c'est que... Mais je trouve que c'est des films qui font du bien, des fois, entre des gros films, ce genre de films. Oui, voilà. Ouais. Film suivant, mes amis. On passe au film que seules 2 personnes ont vu. Messieurs Frédéric et Messieurs Jérémy. Parce que vous êtes plusieurs personnes à la fois. Ouais, on est plusieurs dans ma tête, ouais. Vous êtes allés voir un film que des gens très fans d'un style de film et de jeux vidéo attendaient avec impatience. Retour à Silent Hill par Christophe Gans. Alors, est-ce que c'est si nul que ça ? Oui. Ah. Oui, moi c'est un oui catégorique. En fait, j'essaie de le défendre, mais c'est vrai qu'il y a peu de... C'est très dur. Je veux bien entendre tes arguments pour le défendre, non, mais c'est vrai que ça là... Ça reste Christophe Gans, donc ce qu'il avait fait avec le tout premier qui était génial, toutes ces idées, on en avait déjà parlé quand on avait fait une émission sur les jeux vidéo, je crois. Le côté voilà de mettre en avant plus les décors, de bien filmer la ville, ça reste Christophe Gans, donc il y a toujours des idées visuelles qui sont sympas. Maintenant, peut-être le reproche que je peux lui faire, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, si on reste sur le côté de mettre en scène Silent Hill, les effets spéciaux, c'est très lisse, c'est très numérique celui-là. C'est ça. Là où le premier avait vraiment ce côté, comme on aime dans le jeu vidéo, c'est le côté brouillard, ça brouille un peu la réalité, on voit pas grand chose, il y a un truc très granuleux dans le premier. Là, c'est tellement lisse, tellement fake que ouais, ça dépend de ce que t'aimes au cinéma, mais pour le coup, c'est un peu décevant. Puis surtout dans le premier, c'était sombre, et c'est ça qui fonctionnait. Oui. Là, du coup, c'est super éclairé. C'est très éclairé, c'est très studio, et du coup, tu retrouves moins ce côté-là. Et bon, on va y venir. Oui, le scénario, moi, ce que
J'ai pas joué au jeu perso, donc. J'ai pas terminé le 2, donc là je peux vraiment pas comparer. Je crois qu'il a pris plein d'idées de plein de jeux, mais le scénario est un peu relou. C'est que tout le film, en fait, on tombe dans des flashbacks qui sont pas du tout intéressants, qui sont un peu clichés. En fait, l'histoire du coup de Silent Hill, de Retour à Silent Hill, c'est vraiment l'histoire, donc j'ai oublié son prénom, bref, c'est le personnage principal, James, qui retourne à Silent Hill pour retrouver sa femme, puisqu'elle lui a dit de le rejoindre là, qui était l'ancienne ville où ils habitaient ensemble. Et donc tout le film, c'est lui qui marche dans cette ville un peu macabre avec des monstres. Et toutes les 15 minutes, t'as des flashbacks qui essayent de t'expliquer pourquoi leur relation s'est détériorée, qu'est-ce qui s'est passé, nanana. Et en fait, au bout d'un moment, t'es juste en mode Donc le rythme est aux fraises. Voilà, le rythme est aux fraises, et en fait, t'en as rien à foutre, quoi. Toi, tu veux voir un film Silent Hill, et tu veux pas juste voir des scènes, mais éclairées, comme tu disais, T'as l'impression que tu vois le mur du studio derrière. Ouais, en fait, non, c'est ça qui est vraiment, dommage. C'est le côté très lisse. C'est fake. Et le scénario, en fait, où à un moment, tu sens venir le truc. Si t'as joué au jeu, tu sais très bien que Silent Hill, c'est une représentation un peu de la névrose du personnage, que c'est dans sa tête. De la culpabilité, c'est ça? De la culpabilité aussi, tu vois. Et à un moment, ils vont sur ce message-là, mais c'est tellement forcé, et en fait, tu décroches du film. Ouais, maintenant, moi, j'ai quand même passé un bon moment, parce que je retrouve ce que j'aimais, ce qu'avait fait Christophe Gans, tu vois, le côté un peu... les gros plans zénithaux, le fait de filmer, il y a toujours des petites idées quand même sympas, mais c'est gâché par le scénario, par les effets spéciaux, par tout ça, quoi. Ah ouais, non, ça tu sens que les acteurs aussi, ils ont rien à jouer. Enfin, tu vois, on leur a donné juste un postulat de base, joue la dépression, ils jouent la dépression. Voilà, quoi, tu vois. Non, mais en fait, ils voulaient revenir, ça se sent, ils voulaient revenir à cet univers-là parce que c'est peut-être pour moi, je pense que c'est son plus gros succès. Non, le Pacte des loups, ça a dû faire ça a plus de retentissance peut-être qu'un Silent Hill. Oui. Mais ils voulaient revenir à ces grandes heures, tu vois. Mais sauf que si tu fais un film comme ça, putain, j'ai l'impression que tu me sors un deuxième ou troisième film après ça finit d'études, quoi. Donc il est fini ses études, donc c'est. Je pense c'est le côté, je sais pas combien il a eu de budget, etc. Mais moitié moins que sur le premier. Maintenant, je trouve que les gens sont très durs parce qu'il y a eu Silent Hill Révélation 3D qui était vraiment horrible. Et je trouve qu'à la limite, Silent Hill, Retour à Silent Hill, ok, il a ses défauts, mais certains le mettent en dessous de Silent Hill Révélation. Moi, je trouve ça un peu dur. Celui-là, je le connais que de réputation de vidéos YouTube, etc. Je pense que je n'ai pas besoin de le voir pour savoir à quel point c'est mauvais. Mais. Non, du coup, je ne pourrais pas me prononcer sur ce sujet-là, mais il n'empêche que ce film-là, c'est vraiment pas bien, quoi. Ouais, bon. Je voulais être sympa avec ce film, mais non. Des fois, il faut être méchant avec un film. Non. Oh. À mon tour d'être méchant avec un film, je suis allé voir Help. Comment ça, tu vas être méchant? Mais non, je rigole, c'était bien. Il m'a fait peur. Je te tourne en bourrique, voyons. Non, mais moi, il y a un contexte, en fait, parce que moi, j'ai vu Help après avoir vu Reconnu coupable, dont je vous épargnerai la critique dans cette émission. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien, surtout que je trouve que depuis le début de l'année, on n'a pas eu de grands films, à part peut-être Hamnet, il n'y a pas eu de grands films pour moi, et même aucun moment un peu divertissant. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de voir Help, c'était vraiment du divertissement pur, et qu'est-ce que ça m'a fait du bien, j'adore ce film, voilà. De Sam Raimi. Voilà. Ah, ok, je vois. C'est le film avec Rachel McAdams qui se retrouve sur une île déserte avec son ignoble patron qui la méprise, qui vient d'arriver au poste parce qu'il hérite du poste de son père, qui la trouve bizarre alors qu'elle est ultra performante, et qui donc se dit qu'elle va la virer, mais en attendant il y a cet accident. Et comme elle, c'est une grosse fan de Koh-Lanta, elle sait tout faire. Vu qu'elle a envie de participer à Koh-Lanta, du coup elle a tous les trucs de survie qu'il faut. Enfin, c'était Survivor pour les Américains, mais Koh-Lanta pour nous. Oui, pour nous. En vrai, moi j'ai pas grand chose. Il y a un petit creux pour moi au milieu de film. Non, justement, moi j'aime bien ce moment-là parce que ça permet de voir que tu suis pas que des coquilles vides, quoi, et que les personnages ils ont un peu de background. Mais ce qui est marrant en fait avec le film, c'est que pour le personnage masculin, donc le patron, c'est une véritable tragédie ce qui lui arrive. C'est-à-dire que les employés avec qui il était, qui étaient ses meilleurs amis, sont morts dans l'accident, il est blessé. Et en fait, il y a un renversement de situation parce que c'était un homme qui avait tout le temps le pouvoir et qui était de supériorité hiérarchique et sociale. Et en fait, il se retrouve en prise d'une femme qui est tout à fait gentille, tu vois, qui veut lui bien faire, mais qui, dans un monde sauvage, c'est elle qui a le contrôle. Parce que c'est elle qui sait faire à manger, c'est elle qui sait faire des cabanes. Et lui, parce que c'est un incapable, il est obligé de bien faire. Sauf qu'il veut la tuer. Il a envie de se barrer surtout. Ouais, il a surtout envie de se barrer, mais elle vit trop bien la chose. Parce que, enfin, elle a le contrôle sur une situation, elle a le contrôle par rapport à un homme
Et du coup, bah. C'est littéralement le prolétariat qui domine le patronat. C'est ça. C'est littéralement ça le film, donc c'est un pur film de gauche. Non, ouais, mais c'est cool, franchement. Et c'est très drôle. C'est très drôle, c'est sanglant quand il le faut. Il y a une scène de. Non, toutes les scènes sont cool. Non, bah c'est Sam Raimi, tu retrouves des gimmicks de réalisation de Sam Raimi. Moi, ça m'a fait du bien après toutes les bouses que j'avais enchaînées, c'est pour ça que j'adore ce film, voilà. Et je l'ai revu avec plaisir d'ailleurs. Je voulais juste vous demander votre avis sur le casting, parce que je trouve que Rachel McAdams est quand même une actrice phénoménale. Et Dylan O'Brien, j'ai juste les souvenirs de Teen Wolf, mais en fait, il est hyper drôle. Justement, moi, j'ai juste envie d'aller les voir pour les deux acteurs. Et quoi. Rachel McAdams, Ouais, non, mais le duo, il fonctionne Le pic. super bien. Rachel McAdams, elle a ce côté tout à fait un peu weirdo, tu vois, qu'elle porte bien, mais avec ce côté très douce personne qui est gentil, quoi, mais qui a conscience qu'on va pas tu vas pas lui marcher sur les pieds. Et l'autre gars qui a ses rires hystériques, voilà. un petit peu. Ça, le rire de Dylan O'Brien là en 2 temps là, et un truc dans le genre, Ouais, là, c'est exceptionnel, excellent. Ça me fait, voilà, j'adore ce film. Je pense que je l'annonce, ça va être, il va faire partie de mon top 10, je pense, à la fin de l'année. J'en suis pas là, mais j'ai passé un très bon moment. Du coup, Fred, ce fameux documentaire sur Jeff Buckley, It's Never OK. C'est OK. Est-ce que c'est OK, comme je l'ai dit? Tu me saoules. Donc, It's Never. Over de Amy, c'est une réalisatrice. J'oublie son nom. Ah, Fred a encore oublié un prénom. C'est dans le bingo ça? Je crois pas, mais il aurait fallu. Il aurait fallu le rajouter. Bah écoutez, non, qu'est-ce que je peux dire sur It's Never Over? Moi je connais très peu Jeff Buckley, je connaissais surtout la musique Alléluia qui est un peu connue de tous. Et récemment je m'y suis mis un petit peu puisque j'ai un fait pour les artistes un peu Les artistes tragiques. torturés, Bronzé, tragiques. j'allais dire, mais Et du coup je suis allé voir ce docu. Et non, bah, c'est hyper intéressant, ça ressemble beaucoup. En fait, c'est dur de critiquer un documentaire parce qu'en général, tous les documentaires que j'ai vus sur des célébrités, surtout des chanteurs, ça a souvent un peu la même forme, c'est-à-dire que c'est surtout des interviews de proches. On essaie d'animer la chose. Par exemple, moi j'avais adoré le documentaire sur Kurt Cobain, dont on a déjà parlé avec Montage Julien. of the Heck. Voilà, qui était fait à partir d'images d'animation, Ouais. qui était hyper intéressant. Donc là, l'idée visuelle, c'est de plutôt faire un peu d'animation avec des archives, avec des effets un peu psychédéliques. Donc non, ça reprend un peu la vie très courte de Jeff Buckley. Donc sur le plan en tout cas en termes de documentaire, j'ai pas grand chose à dire. Maintenant, moi, ça m'a énormément touché parce que son histoire est très touchante. Elle est tragique, mais derrière tout ça, il y a aussi une carrière qui est incroyable. Effectivement, il n'a fait qu'un album, Owen, mais cet album est incroyable. Et déjà à l'époque, Jeff Buckley, il faut savoir que seulement avec un album, il avait conquis vraiment le monde, quoi. Quoi dire, écoutez Jeff Buckley, c'est très touchant. C'est quelqu'un qui a une voix qui est pas forcément le genre de voix que j'aime habituellement, une voix qui porte, qui chante, c'est un homme qui était très fan de célébrités comme Nina Simon, enfin un peu de tout en fait. Ça que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un artiste qui s'inspirait énormément de genres musicaux, de personnes qui appartenaient à des ethnies différentes et pas forcément que de la musique américaine. Et ça se ressent énormément dans ses musiques et c'est très triste de savoir que le mec a eu juste le temps de faire qu'un album et qu'il a fini comme son père, parce qu'il faut savoir que Jeff Buckley est le fils de Tim Buckley, qui est exactement le même cliché, un artiste un peu maudit qui est mort d'héroïne et qui a fait plusieurs albums pour le coup, mais pas assez. Et on sait à quel point tu les aimes. C'est Mais trajectoire maudite. c'est pas que ça en fait, ça qui est malheureux chez les artistes comme lui, comme Elliott Smith, comme Nick Drake, comme plein d'autres, c'est que on retient forcément que leur destin tragique, alors qu'en soi derrière leur musique il y a quelque chose d'hyper touchant. Il y a des fêlures. Il y a des fêlures, mais pas que ça, voilà quoi. Donc Jeff Buckley, ouais, trop bien, écoutez surtout, et le documentaire est hyper intéressant, si vous connaissez pas grand chose sur lui, c'est très bien. Jérém, ça y est, c'est ton tour pour À pied d'œuvre. Alors c'est l'adaptation d'un roman, ça je l'ai appris à la fin du film. Ça m'a donné envie de lire le livre parce que j'ai trouvé vraiment le scénario. Bon, il a remporté le prix du meilleur scénario à Berlin, si je dis pas de bêtises, et c'est franchement mérité parce que qu'est-ce que ça fait du bien de voir un film où c'est pertinent. Enfin, on disait que Park Chan-wook il avait fait un bon film social. Je pense que À pied d'œuvre est un bon film social français. Voilà. De Valérie Donzelli. Voilà, de Valérie Donzelli, citons-la quand même. Qui avait fait L'amour et les forêts, c'est ça? Le très bon L'amour et les forêts. J'avais oublié. Mais il était très bien ce film-là aussi. Je vais devenir en stan account de Bastien Bouillon, je pense, parce que je trouve que sa performance dans ce film est assez exceptionnelle. Non, je trouve ça pertinent dans tout ce que ça raconte sur l'époque dans laquelle on vit. Alors c'est la société, mais ça le raconte bien et ça en fait pas des caisses. Tu t'attaches au personnage, mais vraiment assez facilement, notamment grâce à sa performance, mais aussi grâce au choix qu'il fait.
et tu te dis, bon, oui, dans quelle situation, enfin, dans cette situation-là, comment je ferais? Donc vraiment beaucoup d'attachement au personnage de ce film, quoi. J'ai une question dans le film, du coup, c'est un personnage qui veut devenir écrivain, c'est ça? Alors, il est déjà écrivain et en fait, il est un peu en perte de vitesse et en gros, son éditeur lui a déjà donné une avance, mais il n'est pas content de son livre, donc du coup, on lui demande de réécrire. Sauf qu'il a plus aucune thune, quoi. Donc du coup, il est obligé de tout vendre et de repartir un peu à zéro et de trouver des façons de gagner un peu de l'argent pour subsister. Et il y a des métaphores mais magnifiques. Je sais pas si elles sont tirées du roman ou si elles ont été écrites, mais pour le film. Mais il y a une métaphore sur le fait que son compte bancaire, il est au crépuscule, un peu comme un 7h du matin en hiver ou un truc dans le genre. Enfin, je le dis très mal, mais dans le film, c'est magnifiquement dit. Enfin, c'est vraiment, je trouve qu'il y a il y a un beau texte. Tu vois, c'est dingue de dire ça d'un film, mais il y a un beau texte. Et puis même, niveau mise en scène, on peut noter des plans à la première personne qui sont filmés à la caméra soit Super 8, soit 16 mm. Et je trouve ça super intéressant d'intégrer ça dans le film. Enfin, voilà, quoi. Moi, je me demandais plus pour Bastien Bouillon. Moi, j'ai énormément de mal avec sa voix. Je sais pas vous. Oui, Genre, une voix un petit peu comme ça. Ouais, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était genre dans le Comte de Monte Cristo. Je connaissais pas du tout ce gars avant. Et j'avais pas l'impression qu'il avait cette voix aussi chelou, quoi. Il est un peu décalé dans la vraie vie, hein, Bastien Bouillon. Est-ce que ça lui va bien ce rôle, du coup, d'écrivain un peu. Franchement, il joue très bien, hein, parce qu'en fait, je dis Stan Account parce qu'après j'ai vu Partir un jour pour les Césars et pareil, pour moi le seul bon truc de Partir un jour, c'est Bastien Bouillon. Donc Nous reviendrons sur Bastien Bouillon et Partir un jour surtout quand on parlera des Césars. Oh oui. C'est tout pour À pied d'œuvre. voilà, grosse reco. Et Julien est allé voir un film iranien. Irakien. Ah pardon. Ah non, pas de l'Iran, mec. Et non. Fois. Et c'est ça qui est très rare. Donc ça s'appelle le gâteau du président. Ça a gagné la Caméra d'Or. Et alors, comment j'ai découvert ce film, c'est qu'il y a eu une bande-annonce au cinéma, mais en VF. Oui. Et c'est très étonnant, par un film Caméra d'Or irakien, qu'il y a eu une VF. Moi aussi, ça m'a perturbé. Et en fait, c'est un film qui fait énormément de bruit, puisqu'il a fait 100 000 entrées sa première semaine. J'étais très choqué pour une Caméra d'Or. Caméra d'Or, par exemple, c'est La Convocation l'année dernière. C'était le film aussi War Pony, par exemple. Ça tape du 30 000, 40 000 entrées généralement, après 5-6 semaines. Donc je suis très étonné. Et du coup, donc, c'est un film de Hassan Hadi qui a été co-scénarisé avec Eric Ross. C'est le mec qui a fait le scénario de Forrest Gump, parce que c'est une coproduction américaine et qatarienne aussi. Et en fait, ça nous parle de l'Irak des années 90 sous Saddam Hussein, au moment où il y a la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak, après le conflit avec le Koweït. Et du coup, le contexte, c'est simple, c'est que tu as une petite fille qui est tirée au sort pour faire le gâteau d'anniversaire du président. Sauf qu'on est dans cet Irak qui a plein de sanctions économiques où les prix, tous les prix s'envolent, on est en crise alimentaire et elle doit trouver de quoi faire un gâteau. Donc c'est extrêmement cher. Et du coup, c'est vrai que le film, c'est pas trop ce que vous pouvez laisser voir les bandes annonces. C'est un film très aventureux sur des enfants qui vont chercher comment faire un gâteau. C'est surtout un film qui te montre ce qu'est l'Irak sous Saddam Hussein dans les années 90, notamment aussi la vie rurale. C'est-à-dire que tu la vois aller à l'école sur des barques. Et quand tu vois l'arrivée en ville, tu vois des tableaux de Saddam Hussein absolument partout. Et tu vois à quel point le culte de la personnalité est présent, tu vois les difficultés économiques du pays, et il y a des choses assez effrayantes, notamment quand tu vois une bande de gamins qui arrivent en classe en disant « Nous sacrifions notre vie pour Saddam, nous t'offrons notre âme ». Donc c'est très cadré. Voilà, c'est très intéressant sur ce que ça montre de l'Irak de ces années-là. Et c'est pas souvent qu'on peut voir ce genre de film. Donc c'est très long, faut pas attendre des énormes péripéties. Vraiment, cette histoire de gâteau, c'est vraiment un prétexte pour montrer ce pays-là, assez mal connu finalement. Donc allez le voir. Oh, ça donne envie en vrai, parce que le trailer me donnait pas envie en vrai. Oh, un peu. Une petite curiosité, moi, quand je ça se vend plus, film un peu aventureux. Ouais. Moi, ça me faisait penser un peu à la Hugo Cabret, tu vois, les bandes de gamins qui vont sillonner la ville. Je me souviens en fait être allé aux toilettes et avoir manqué la majeure partie du trailer. Et quand je rentre dans la salle, c'est « Oh là là, il nous faut les œufs !» Je sais pas, moi, ça me fait penser à Riddle of Fire aussi. J'allais le dire. Donc, si c'est ces gens-là à fond, hein. Ah là là. Il nous faut les œufs! Il nous faut des œufs, c'est notre quête! Et j'étais là en mode, attends, c'est quoi le but du film là? C'est récupérer les œufs, la farine et... C'est On comme fait un les gâteau. Italiens, c'est C'est d'avoir ça. en sous-texte. Mais derrière, il y a plein voilà. de choses qui sont dites sur la crise de l'Irak dans ces Il y a- années-là. Je sens que ça marche très bien l'art quand ça parle d'un regard très enfantin Ouais. sur la vie qui est pas du tout, qui est parasité par justement le contexte social. Ça marche souvent. Moi, je sors du cinéma, mais je pense à merde.
Romain Gary, La vie devant soi. voilà, La vie devant soi, Oui. qui est clairement ça en fait, qui a un contexte social hyper dur, mais comme en premier plan t'as juste la vision d'un enfant, c'est encore plus touchant. Disons que c'est le genre de film où tu as des scènes où tu comprends avant le personnage principal ce qui va se passer, parce que toi tu as l'esprit d'un adulte. Ah, c'est beau. Et ce qui est cool, c'est que tu sens pas que le personnage le comprend pas, c'est qu'il le comprend à sa façon, quoi. Bah merci les amis. C'est un joli tour d'horizon de films de ces 2 dernières semaines. Et en vrai, on va pas parler de films puisqu'on va parler de jeux vidéo et de chiffres. On va quand même parler de films quand même, parce qu'on va parler des chiffres des adaptations de jeux vidéo, car oui, le médium vidéoludique a eu le droit à ces adaptations, et donc du coup, à l'occasion de la sortie de Retour à Silent Hill, j'ai voulu, encore une fois, m'attarder sur un corpus mastodonte, donc finalement, Alice, tu n'es là que quand je fais des gros corpus, désolé, mais... Pas grave. Donc il s'agit donc des adaptations de jeux vidéo. Pour mettre au clair le corpus que j'ai utilisé pour cette chronique, il y a 71 films, dont notamment tous les films de différentes sagas, du moment que le médium de base est un jeu vidéo, même si l'histoire ne reflète pas forcément un jeu. Je pense notamment à la saga Resident Evil ou aux multiples suites de films d'animation Pokémon. Mais dans l'ensemble, il ne me semble pas avoir oublié de grosses adaptations dans ce corpus. Commençons, donc la première adaptation de jeu vidéo remonte à 1993 avec la sortie de Super Mario Bros en live action avec le duo Jenkel et Morton à la réalisation. Donc en 33 ans d'adaptation, on a eu le droit à 71 films du coup du corpus, ce qui fait un peu plus de 2 adaptations de jeux vidéo par an. 51, c'est le nombre de réalisateurs qui ont tenté l'expérience d'une adaptation cinématographique d'un jeu vidéo. 9 s'y sont illustrés par au moins 2 fois, dont 2 s'y sont vautrés 6 fois. Paul W.S. Anderson avec pas mal de films de la saga Resident Evil, Mortal Kombat 95 et dernièrement Monster Hunter, mais aussi le fameux Uwe Boll qui nous a pondu 6 chefs-d'œuvre, dont notamment House of the Dead, Postal ou encore Alone in the Dark. C'est bien pour ça que je dis qu'il y en a 2 qui s'y sont vautrés 6 fois, vautrés, hein. Je dis pas illustrés. On ne peut pas dire qu'il y a eu des très grands noms du cinéma qui se sont attelés à l'adaptation d'un jeu vidéo. On serait plutôt sur le pas du panier, avec quelques fulgurances comme Christophe Gans, Mac Newell ou encore Neil Blomkamp. Mais sinon, on est sur du Uwe Boll, du Paul W.S. Anderson, du John Moore ou encore du John R. Leonetti, qui n'est pas fameux. Oui. Mais c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, en fait, quand tu dis les réalisateurs, j'ai en tête Spielberg parce que Ready Player One. Mais c'est pas une adaptation de jeu vidéo. Mais quelque part, ça m'étonne en fait que Spielberg, fourre-tout comme il est, ait pas fait d'adaptation de jeux vidéo. Et je me dis que ce serait cohérent en fait. Ou c'est comme David Lynch, en soi, il a fait tellement de publicité pour le jeu vidéo, mais jamais une adaptation. C'est ça. Ensuite, si on prend les notes IMDb, l'adaptation la mieux notée, c'est laquelle selon vous dans tout le corpus qu'il y avait? C'est le dernier Mario. Dernier Mario, ou peut-être un film Pokémon. Oh. Ah. J'ai pas trop d'idées à part Sonic 3 parce que je kiffe ce film. Dernier Mario a quand même bien marché. Non, je pense que vous allez être surpris parce que c'est Dofus livre 1 Judith avec 7,5 sur 10. Je l'aurais pas prévu. Voilà. Juste, je confirmais un truc avec... clore un truc avec Spielberg. Imaginez un film de Spielberg dans les années 90 sur les jeux vidéo avec Robin Williams. Pourquoi ça s'est pas fait? Non, ça vous donne pas envie? Ça va aller. Non, continue, Jérém. Et donc, à contrario, l'adaptation la moins bien notée, c'est laquelle selon vous? Bah, c'est Mario. Alone in the Dark. Oh, ça doit être un UV Ball, peut-être Postal. House of the Dead. C'est House of the Dead, évidemment, qui est cette bouse Sidney Weeble avec 2,1 sur 10, qui en fait le 8e film le moins bien noté du site par ailleurs. Et les adaptations du corpus ont été en moyenne 5,5 sur 10, qui est pas fou, on va pas se mentir. Si vous voulez vous faire un marathon des 71 films du corpus, il vous faudra 104h34, soit 4 jours, 23h et 23 minutes, avec comme film le plus long Gran Turismo avec ses 2h14, et comme film le plus court Pokémon Celebi La Voix de la Forêt avec son 1h15. Non, mais en général, c'est des films plutôt courts, ça doit être faire 1h30. Oui, j'ai pas fait la moyenne, mais oui, parce que si le film le plus long dure 2h14, la majorité doivent durer entre 1h30 et 2h. Parlons box-office maintenant. Au box-office américain, les adaptations de jeux vidéo ont engrangé plus de 3,9 milliards de dollars de recettes, avec une moyenne à plus de 65 millions par film, avec comme plus grand succès Super Mario Bros, le film d'animation, sorti en 2023, avec près de 575 millions. On peut noter que 11 films ont atteint les 100 millions de dollars de recettes aux USA. Concernant le box-office mondial, c'est également ce film d'animation qui est le plus gros succès pour une adaptation de jeu vidéo, avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes, et est le seul film à avoir atteint ce seuil symbolique du milliard. L'ensemble des recettes mondiales des films du corpus s'élève à plus de 10,8 milliards de dollars de recettes, avec une moyenne à 157 millions par film. Et en France, pas de surprise, c'est également le film d'animation Mario Bros qui est en tête avec 7 359 395 entrées,
Et pour en finir avec la France, le cumul des entrées des films du corpus atteint 53,7 millions d'entrées, avec une moyenne à environ 1 million d'entrées par film pour les films étant sortis sur le territoire français. Je tiens à préciser parce qu'il y a quand même beaucoup de films du corpus qui n'étaient pas sortis en France. Au niveau des récompenses, les adaptations de jeux vidéo, c'est 401 nominations dans des cérémonies de récompenses pour 72 victoires, soit 18% de prix possibles obtenus. Ce qui est pas ouf, je pense qu'il y a pas mal de radis là-dedans d'ailleurs. Et donc, on va passer à nos chiffres sur les adaptations de jeux vidéo, sur ce corpus de 71 films, le plus gros corpus que je crois que j'ai fait dans cette émission. Pourtant, les chiffres les plus bas qu'on va avoir. Et oui, je pense, car au nombre d'adaptations vues, on est à un seul film pour Alice. Oui, c'est les jeux vidéo. J'ai pas grandi avec les jeux vidéo, et donc forcément, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse et qui me touche. Même nous, on n'a pas vu beaucoup de films. Vient ensuite Julien avec 3. Voilà, tu disais. En troisième, Fred avec 8. Par la suite, Owen avec 13. Et je crois que t'en avais oublié dans la liste que tu m'as envoyée. Ah bon ? J'en ai rajouté parce que les 2 Mortal Kombat, tu me les as pas mis alors qu'on les a vus. Ah mais oui, c'est vrai. Il y avait un autre truc que je savais qu'on avait vu tous les deux que t'avais pas mis. Enfin. Non mais dis-toi que c'est des films tellement insignifiants, j'ai oublié que j'ai... House of the Dead, je suis incapable de me souvenir de ce film. Ah si, moi je me souviens très bien quand on l'a vu. Hein. Ouais bah moi non. J'étais bourré. C'était fin d'année. Ouais, c'était en fin d'année. Mais c'est vrai on s'était fait une soirée film de merde. C'est vrai que pour la blague, vraiment à Noël, le premier Noël qu'on a passé en coloc, Jérémy et moi, je lui ai offert le Steelbook Blu-ray Ah, il est magnifique hein. de Mortal Kombat 1 et 2. Mortal Kombat Annihilation est ouf aussi. C'est un beau Blu-ray. Franchement, il est beau. Hein. Et on a regardé les films. C'est moche par contre. Et donc je termine et on est vu le plus avec 28 parce que quand même je me suis tapé pas mal de films de la saga Resident Evil. Ah, ça aide. Ça aide pas mal. Un film a été vu par tout le monde autour de la table, donc le film d'animation Super Mario Bros. Et j'ai vu qu'Alice t'avais pas aimé le film. J'ai pas du tout aimé. En fait, je crois que on l'a vu tous ensemble. ensemble. Ah oui, J'y suis allée parce que vous y alliez et que je me suis dit bon vas-y je viens, mais en fait comme j'ai pas grandi avec les jeux vidéo, j'ai pas l'affect et la nostalgie qui va avec, et donc forcément je trouve pas ça terrible. Quoi. Pour le coup en plus c'est vrai que le Super Mario c'est beaucoup de fanservice. Hein. C'est un roller coaster. Oui, hein. Je trouvais que ça allait quand même, c'était assez équilibré. Oui, c'est pas non plus. C'est juste fun quoi, tu vois. C'est... Et donc, à contrario, 37 films n'ont été vus par aucun d'entre nous, dont les 2 films Lara Croft avec Angelina Jolie, Final Fantasy et Créatures de l'Esprit, et encore les 2 versions de Hitman, pour ne citer que. Owen, Fred et moi-même sont les seuls à avoir vu un film que les autres n'ont pas vu. Fred est le seul à avoir vu Silent Hill Révélation 3D. Quant à lui, Owen est le seul à avoir vu 3 films, les 2 films Angry Birds. Ah oui, c'est vrai. Et le film King Rising d'Uwe Boll. Alors, King Rising, c'est incroyable parce que j'ai un beau-père qui était très très fan de Jason Statham. Et une fois, à la télé, on tombe sur quoi ? King Rising. Au début, le fils de Jason Statham se fait tuer par le sorcier noir, incarné par Ray Liotta. Et en fait, on mate le film et je me dis, bah c'est pas trop mal, moi j'ai passé un bon moment, j'avais 11 ans, tu vois. Des années après, je découvre que non seulement c'est un film buvable, voilà. Et là, quand Jérém nous sort son corpus, je découvre qu'en plus c'est une adaptation de jeu vidéo. Voilà. Je découvre à retardement tout plein de trucs sur ce film. Et enfin, je suis le seul à m'être infligé pour la plupart des 13 films que personne d'autre n'a vu, dont toute la saga Resident Evil, incluant Bienvenue à Raccoon City, le film live action Mario Bros, parce que tu t'es endormi devant. Ouais, ça compte pas. Ça compte pas. J'étais bourré. Ou encore les récentes T'étais adaptations. souvent bourré devant les films de jeux vidéo. Je pense que ça a raison en fait, des adaptations de jeux vidéo, c'est pas. Ou encore les récentes adaptations de Mortal Kombat, Gran Turismo ou encore Until Dawn. Mais du coup, attends, je sais plus, on a vu Alone in the Dark ? Non, c'est House of the Dead qu'on a vu. Donc on n'a pas vu Alone in the Dark ? Non. Ok. Voilà. Et enfin, aucun film ne manque à une seule personne d'entre nous, mais un film manque à 2 personnes autour de la table, le Pokémon Détective Pikachu, que nous sommes tous les 3 à avoir vu, Julien, Owen et moi, et qui manque Non, à moi, Alice je l'ai et Fred. vu. Bah tu me l'as pas mis dans elle. Je l'ai pas vu, moi. Si, je l'ai mis. Bah tu me l'as mis. Non, bah, moi je t'ai mis Pokémon Mewtwo contre-attaque. Moi j'ai juste. Alors Détective j'ai Pikachu. inversé, c'est juste ça, j'ai inversé, donc c'est Owen et Alice, et donc Julien, Fred et moi avons vu ce film-là. J'avais bien J'ai juste aimé, inversé il ça. était super cool. Je suis perdu. Attends, du coup, toi aussi t'as vu Pokémon Mewtwo Non, contre-attaque ? non, je te parle que des détectives Pikachu, rien à faire de Mewtwo là. Qui était très sympa. C'était rigolo. Avec la voix de Ryan Reynolds. Ah bon ? Pikachu, C'est lui Pikachu. Ah, mais moi je pensais encore à Mewtwo contre-attaque. Arrête avec Mewtwo contre-attaque. Ça t'a marqué, hein. Mais ouais, c'était pas Tu vois, nul. les seuls- Je crois que t'es le seul à avoir vu, ça se trouve. Putain. De toute façon, les 2 seuls films adaptés de jeux vidéo qui ont une bonne critique, enfin où les gens ont des bons retours, c'est le Détective Pikachu et le Super Mario. Et c'est pas des chefs-d'œuvre non plus. Donc, Sonic 3 maintenant, ça, Sonic, je les ai pas vus. Sonic 3 a sa fanbase maintenant, et j'en fais partie. Nous en sommes.
Non, j'arrive pas. Arrête-toi. Oui, ça y est, je suis fatigué. J'ai besoin d'eau. Est-ce que tu as fait le tour de tes Oui, chiffres? j'ai fait le tour, j'ai besoin d'eau là. Merci pour ces chiffres. Alors, Oui. l'amour au cinéma reflète-t-il la réalité? On est des bâtards. Désolé, Fletty. Désolé. On va refiler le Joker à Alice. Moi, je suis pas désolée, ça me va très bien. Non mais tu sais que du coup pour l'auditeur ça fait genre des jours et des jours qu'on est là en mode bon Fletty nous a pas envoyé son Joker. Alice qui est là en mode bah moi j'aimerais bien récupérer le Joker, tu vois, je suis en ouais mais je sais pas Fletty. Et Fletty vraiment 1 heure avant qu'on enregistre il envoie ça genre l'amour au cinéma reflète-t-il la réalité ou fabrique-t-il nos attentes? Après, il a respecté la règle, hein, c'est censé être une surprise, le Joker. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais là, c'est trop une question peut-être un peu trop complexe pour. Ouais, pas assez. Voilà. Un peu trop, je pense, complexe quand même. Ouais. Alors que moi j'ai fait un Joker sur les noms. Bon, Alice. Mais du coup Très bien. Alors, j'ai une question un peu plus simple, un peu plus courte aussi à vous poser, qui en soi est 2 questions en un. Vu que j'aime beaucoup parler de costumes, forcément, ça allait tomber là-dessus. Je me demandais quels étaient les films qui, pour vous ont marqué pour leurs costumes. Et je me suis dit que ça serait intéressant que vous citiez chacun un film qui a des costumes d'époque ou d'inspiration historique, et un film dont les costumes sont contemporains de l'époque du film, ce qui est un petit peu plus difficile. Si vous voulez, je peux commencer pour vous laisser le temps de réfléchir. Comme ça, peut-être ça vous donnera des inspirations. Mais je vais commencer avec le film ayant des costumes pseudo-historiques. C'est pas du costume historique, mais je trouve que les costumes sont très beaux. C'est Crimson Peak de Guillermo del Toro, que j'adore revoir uniquement pour les costumes, aussi pour les décors, que je trouve absolument sublimes et qui ont vraiment cette esthétique gothique et qui sont extrêmement bien construits. Les matières choisies, les tissus sont sublimes, les coupes sont si belles, enfin, ça fait des silhouettes très belles aux personnages. Et aussi, je trouve que c'est un film qui sait très bien caractériser ses personnages au travers du costume. La scène de fin avec Mia Wasikowska qui est en robe blanche avec complètement tachée de rouge, enfin je sais pas, moi ça m'a marqué. Je trouve que vraiment c'est très très beau comme film là-dessus, et le contraste entre elles qui petit à petit a des robes de plus en plus voluptueuses et qui en font presque une apparition spectrale quand elle devient un peu l'ombre d'elle-même face aux 2 autres personnages qui sont Lucille et Thomas Sharp, qui ont des vêtements beaucoup plus stricts, beaucoup plus fermés. Vraiment le contraste est très beau et je trouve que c'est un très beau film de manière générale, mais d'autant plus pour ses costumes. Et pour ce qui est d'un film avec des costumes donc contemporains, c'est un film de 1980, American Gigolo, de Paul Schrader, qui donc a des costumes faits par Giorgio Armani, qui est un créateur de mode italien. Et en fait, c'est absolument magnifique de voir... j'ai oublié le nom de l'acteur, j'écris ma thèse sur lui, mais j'ai oublié. Richard Gere, avec ses costumes à épaulettes dans sa voiture sur du Blondie en scène d'ouverture. Enfin, c'est absolument magnifique. Et oui, je trouve que les costumes lui vont vraiment très très bien. Et c'est une représentation masculine que je trouve très belle. Et justement, voilà, je trouve que c'est important parce que on fait moins attention aussi aux costumes masculins que féminins. Et c'est pas parce qu'il s'agit de costumes très simples, hein. Enfin là, c'est vraiment chemise, veste, pantalon, que c'en est pas moins important parce que le personnage fait extrêmement attention à la manière dont il s'habille. Il a un soin, il fait très attention à ses vêtements. Il y a vraiment toute une séquence où on le voit faire sa valise. La séquence ne sert à rien, il va nulle part. Mais c'est juste en fait pour le montrer en train de sortir ses vêtements de son placard et regarder ses vêtements. Et je trouve ça complètement fou comme mise en scène. Et Giorgio Armani a fait des très beaux costumes pour le cinéma et celui-là, parfait. Moi j'ai peut-être des réponses. En fait, en costume, je suis pas très regardant sur les costumes. J'ai du mal à me souvenir de films ou même de séries, je vais tenter ça à série, Oui, vous où pouvez. vraiment le costume me marque. Du coup, le truc bête, mais les films de super-héros. Et moi, je sais que j'ai eu mon obsession sur le costume de Spider-Man par Tobey Maguire. Je comprends. Moi Et aussi. même J'allais vraiment dire ça aussi. Voilà. Et même de manière plus récente, celui de Robert Pattinson en Batman. Il est magnifique J'aime celui-là. vraiment beaucoup ce costume-là. Je le trouve vraiment. C'est la costumière Voilà. de Hurlevent. Les Donc elle fait les des belles contours, les contours autour sur le masque, j'aime vraiment beaucoup. Et aussi très récemment, non, mais moi j'adore le costume de ça. Le clown, je sais que je reviens toujours à ça, mais j'aime beaucoup ce costume, j'aime beaucoup le maquillage qui en effet, genre le côté un peu années 10. Et du coup, une autre, et je conclurai avec une autre série par contre. Et là je sais que je l'ai déjà cité tout à l'heure, mais en fait dans Breaking Bad,
J'aime énormément l'utilisation des couleurs sur les costumes, sur les tenues des personnages, et à quel point chaque personnage a son code couleur. C'est-à-dire que Walter White, il a ses tenues vertes, gris et beige, et qui déteint de plus en plus au fur et à mesure de la série jusqu'à ce qu'il devienne totalement gris. C'est-à-dire qu'au début, il porte tout le temps des tenues vertes, et plus la série avance, plus il devient gris, parce que il devient une atroce personne. T'as les costumes tout le temps jaune d'œuf de Gus Fring, t'as les tenues rouges et noires de Jesse, et moi de manière générale les codes couleurs, le violet de Marie. Ça, d'ailleurs, il y a une séquence où elle n'en a pas, et ça m'a marqué, j'ai fait putain, elle a pas de violet là. Mais voilà, les codes couleurs autour des personnages, je sais pas si les coupes des tenues sont très précises, mais voilà, les codes couleurs autour des tenues des personnages, c'est quelque chose qui m'avait extrêmement marqué quand j'ai regardé Breaking Bad, et c'est ce que j'aime le plus au monde, Breaking Bad. Donc, Je vais répondre un peu comme Owen, c'est vrai que niveau costume, j'ai pas cette attention particulière à part Spider-Man, ou si on va dans le domaine de la série, on dit beaucoup, tu sais, les mecs, ils ont un empire romain dans le sens où ils font toujours avec quelque chose. Et moi, mon empire romain, ça a été longtemps Game of Thrones. Donc, il y a un truc où, effectivement, dans tout ce qui est médiéval, je vais être énormément impressionné par les armures. Oui. Récemment, par exemple, je revoyais Les armures de Knight of the Seven Kingdoms, elles sont incroyablement belles. Un Targaryen qui possède une espèce de casque en forme de dragon. Je regardais Game of Thrones aussi récemment, c'était Brienne de Tarse, qui a genre vraiment une armure qui est incroyable. Même l'armure du Sciure, peut-être. Oui, mais je pensais surtout au chevalier aux fleurs Loras. Oui, voilà. Donc il y a plein d'armures assez cool. Si je reste dans le côté aussi, peut-être les tons de couleurs, moi un film qui me marque, c'est Her avec Joaquin Phoenix pour le coup, mais je sais pas si ça rentre dans ta catégorie costume. C'est plus. Si, en soi, c'est du contemporain. Là, et pour le coup, le travail qu'il y a sur les couleurs, surtout comment les costumes sont en adéquation avec aussi le paysage futuriste qu'imagine Spike Jonze, qui est vraiment cool. Mais c'est vrai que moi, ça va énormément aller vers des époques chevaliers, moi, plutôt. Moi, en époque, j'avais dans les films récents, il y a Illusion perdue en film à l'époque, mais je pense que vraiment en film d'époque, il m'a beaucoup marqué, notamment pour les costumes. Il y a La Reine Margot de Philippe Chéreau, c'est sublime en fait, mais avec tout le décorum qui va avec. Et après, en contemporain, ça me saute moins aux yeux, mais peut-être ce que fait Wes Anderson. Après, ça vient aussi c'est pas que le costume, c'est le décor, l'esthétique, et peut-être La La Land aussi. La La Land était très bien. Pour ses couleurs. C'est surtout c'est très le côté significatif du costume et de la couleur, surtout sur le contemporain. En fait, je réfléchissais à ça depuis tout à l'heure et j'ai beaucoup d'idées qui se sont venues en tête, mais c'est parce que j'ai analysé ces films et je sais que du coup ces costumes ou ces couleurs de costumes disent quelque chose dans le film. Donc je pense notamment, du coup je vais encore citer toujours les mêmes films, mais Incassable, où justement le violet est la couleur de Elijah Price et le vert la couleur de David Dunn. Et donc du coup ça se poursuit également et notamment dans Glass, toutes ces différentes couleurs qui ont un sens, et puis même dans le costume qui a un sens en lui-même. Il y a la saga Matrix aussi qui est incroyable à ce niveau-là, puisque littéralement en fait c'est du level up. En fait, chaque costume que Neo porte, soit c'est du level up, soit c'est du downgrade, soit c'est je pense à Mad Max aussi, que ce soit Fury Road ou le Furiosa. Moi, j'adore l'esthétique post-apo comme ça. Mais tu vois, c'est vrai que j'étends la question de costume au cinéma, comment tu t'habilles. Et c'est vrai que moi, quand je regarde quand j'ai ma garde-robe devant moi, je pense pas forcément coupe, je pense couleur. Et je pense que ça en dit long aussi sur notre façon de regarder les costumes. Parce que comme je te dis, Alice, moi, je regarde pas spécialement les costumes. Je sais qu'il y en a que j'aime bien. Genre, j'adore les costumes du Seigneur des Anneaux. Mais je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de signification dans les costumes du Seigneur des Anneaux, par exemple. En soi, il n'y a pas de signification, c'est plus c'est une interprétation assez libre de pas mal d'époques en plus. Surtout Moyen-Âge, pour la fantasy, c'est très courant que ce soit le Moyen-Âge, mais aussi de périodes plus récentes. Mais après, en fait, des fois, il y a des significations plus d'un point de vue. Le film va signifier une position sociale des personnages. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je ne l'ai pas dit pour Léo de Hurlevent, mais j'ai un très gros problème avec ça. Quand, dans des films historiques, ils mettent cette espèce de terre là sur le visage des personnages pour montrer qu'ils sont pauvres. Les gens se lavaient. L'hygiène, c'est pas quelque chose du 21e siècle, ça existait avant, les gens se lavaient. T'as oublié un truc, Alice ? Le corset. Ah oui, alors ça. Je peux prendre 2 minutes pour râler. Vas-y, 2 minutes. En fait, donc il y a une séquence qui en plus est reprise de Autant n'emporte le vent de Margot Robbie qui veut qu'on serre son corset encore plus fort. C'est aussi ce truc de punition physique qu'elle s'inflige à elle-même. Sauf qu'en fait, dans cette séquence, Margot Robbie porte un corset qui n'a pas de chemise en dessous. Enfin, quand je dis chemise, en gros, c'est plus ou moins une robe blanche. On appelait ça une chemise au 18e, 19e.
Et en fait, un corset ne se porte jamais avec une chemise en dessous parce que sinon ça va irriter la peau, c'est pas confortable. Mais au-delà de ça, cette idée qu'on retrouve tout le temps dans le cinéma du corset qui est une chose à serrer, qui coupe la respiration, qui entrave en fait la liberté féminine. Hein. Dans le fond, le propos c'est ça. C'est une idée complètement fausse et ça m'énerve que le cinéma continue de perpétuer cette idée que les femmes étaient oppressées par leurs vêtements et que le corset, quelles que soient les formes qu'il a pris, corps à baleine puis corset, était un objet que les femmes ont dû subir et pas quelque chose qu'elles ont choisi et qu'elles ont accepté de porter. Et si des femmes ont porté des corsets pendant des siècles, c'est peut-être parce que ça ne les gênait pas de le faire. Et il faut arrêter de penser que les femmes étaient complètement soumises et qu'on leur a tout imposé dans la mode. Les femmes pouvaient faire des choix. Et du coup, ça m'énerve de voir cette séquence-là. Surtout que ça perpétue l'idée que mettre un corset et c'est douloureux, c'est normal, alors que c'est pas le cas. Si le corset est douloureux quand on le met, c'est qu'il est mal coupé, qu'il n'est pas fait pour le corps et qu'il est dangereux. Un corset, j'en ai porté plein de fois dans ma vie, ce n'est pas douloureux, c'est hyper confortable. Et donc juste ça m'énerve parce que faire des costumes non historiques, c'est pas grave, mais là, c'est perpétuer une idée fausse de l'histoire. Et donc je pense que et qui est dangereuse en soi. Et du coup, ça m'énerve. Voilà. À part tes fêtes. Moi, j'adorais ton intervention. Et je voulais juste dire aussi, je trouvais ça intéressant que vous citiez Spider-Man parce que effectivement, c'est super intéressant les costumes de super-héros dans cette construction d'une persona par le personnage et tout. Et je trouve ça dommage justement que dans des films, enfin surtout par exemple les derniers films du MCU, il y ait cette idée pour Spider-Man ou Iron Man de tenues qui soient hyper technologiques parce que du coup c'est des tenues faites en CGI et on n'a plus de vrais costumes. Et justement, moi, c'est ce que j'aime dans les films de super-héros, c'est voir le personnage se coudre et galérer à coudre son costume et avoir un costume qui est ridicule au début et ça vient petit à petit. Le costume dans le dernier Superman, oui. Il est très simple, mais il est c'est très pop, c'est très comics. Mais tu vois, moi j'aimais bien la fin de Spider-Man No Way Home, le fait que tu vois la machine à coudre et tu dis c'est ça. Moi j'aime bien enfin, ça, revenir aux bases de on se construit son image. Moi c'est marrant parce que les costumes de Spider-Man m'ont tellement marqué, pas justement juste le tissu, mais le fait qu'à chaque fin de Spider-Man, t'as Spider-Man qui déchire son costume, où il y a un truc un peu où le costume a encore plus d'importance en fait. Je vous rappelle de cette scène dans le Spider-Man 1 quand t'as Tobey Maguire qui dessine son costume, toutes les formes qu'il prend, les dessins, tu le vois même coudre en plus. C'est si satisfaisant. Moi, dernier petit truc, ça fera peut-être plaisir à Alice. Moi, je pense une scène où j'ai vraiment vu le costume et ça m'a vraiment marqué, c'est dans Spencer. Mais Spencer, c'est sublime. Mais tu vois, c'est long plan séquence, enfin, c'est long plan où on suit Spencer on suit donc Diana dans les couloirs du château. Et tu vois, moi, je trouve que ça, c'est tellement devenu iconique que je suis sûr que dans The Substance, qui est un film qui emprunte énormément au registre de l'horreur, la scène où vous avez Sue qui est en robe très longue qui marche dans les couloirs, je suis sûr que c'est emprunté à Spencer pour moi. J'ai pas vu de Substance. Je suis sûr à à cette théorie-là depuis que ce Substance est sorti. Je suis pas sûr que ce soit Je suis sûr que Corinne Farja a adoré Spencer et que ça vient de là parce que j'ai retrouvé exactement le même cadrage, la même idée. Et pour moi, voilà, un costume qui me marque, c'est comment il est mis en scène. Et je trouve que dans Spencer, c'est super. Et c'est surtout que dans Spencer, la photographie fait tellement. Rend les costumes si beaux et les couleurs, les matières. Il y a beaucoup de tailleurs Chanel, on voit le tailleur, on voit la laine. Et c'est vraiment sublime et je trouve que ce film-là est sublime. Je pense, j'en cite un dernier, mais pour des costumes non européens, In the Mood for Love, qui a des costumes donc années 60, mais c'est absolument magnifique aussi. Je repense à Mad Men aussi, du coup. Oui, Mad Men, c'est très beau. C'est génial. Mais en vrai, il y avait un réalisateur dont j'aimais bien les costumes, dont j'aimais bien les films, maintenant j'aime plus, parce que c'est nul, mais Tim Burton. Mais alors du coup les costumes on les doit à Margaret Atwood, si je dis pas de bêtises. Non. Hein? Mais non, c'est ça, Margaret Atwood, c'est celle qui a... C'est l'écrivaine. Colin Atwood. Je me disais bien que ça sonnait pas comme il fallait. On les doit à Colin Atwood, qui est une très très bonne costumière et qui... Les costumes d'Alice au Pays des Merveilles, le film a mal vieilli, mais les costumes sont quand même très beaux. Mais les costumes dans Batman Returns, le costume de Johnny Depp dans Edouard Main d'Argent. Voilà. Mais même les costumes dans Charlie et la chocolaterie, moi j'aimais bien. Et puis je vais conclure par ça parce que je viens d'y repenser à l'instant. Mais en fait, il y a un film qui parle de mode qu'on a vu il y a pas longtemps en fait, Owen. Le Diable s'habille en Prada. Ah mais oui, c'est vrai. Mais incroyable aussi. Puis dès que ça parle de mode, c'est hyper intéressant. Phantom Thread aussi de Phantom Thread est très qui est sympa, génial. Je les ai pas vus, mais il y a aussi comment il s'appelle Tom Ford qui lui a réalisé des films et qui vient de la mode. Et je trouve ça très intéressant de voir que c'est deux mondes qui sont en fait très très liés. Après, je pensais que tu as aussi les costumes qui sont surtout iconiques. Par exemple, la robe de Marilyn Monroe dans le film de Billy Wilder, j'ai oublié le nom, 7 ans de réflexion. 7 ans de réflexion, ouais, c'est ça. 7 ans au Tibet. Non. Ou je pense au poncho de Clint Eastwood dans la trilogie du dollar.
Oui, c'est fou comment le costume, ça peut vraiment former une image Ouais, qui c'est ça. reste. C'est-à-dire et que c'est on pas tant retient ça. Oui. la qualité de ce costume-là, mais que l'image que ça renvoie Oui, de la tout à personne. fait. Mais du coup, est-ce que le cinéma idéalise notre vision de l'amour? Oui Et et bah non. ça, on pourra y répondre dans un prochain Joker. Voilà. Est-ce que vous avez des choses en plus à rajouter sur les costumes? Là, franchement, j'adore ce Joker. Parce qu'on Super. on en parle tellement jamais du costume, et là, tout à coup, il y a un éventail de réflexions qui s'ouvre à nous. Bah, Ça, le à part costume, dire- on a tendance à le limiter à la question de c'était bien adapté, c'est bien réaliste. Alors, Quand Oui, alors que on c'est le, plus on que le ça. colle un peu avec le décor. Ça, à part dire, oh ouais, le costume, les costumes, ils étaient bien. Hein. Alors Voilà. que là, on avait évoqué ce truc-là, l'épisode précédent sur l'Odyssée, le trailer de Odyssée où tout le monde tapait dessus. où c'est pas forcément propice. Enfin, c'est qui critiquait le fait que le costume ressemble pas du tout à l'époque. mais Bah, c'est ce qui pas est- historique, c'est pas si grave. voilà. Après, il faut que ce soit cohérent par rapport à tout le reste du film et que les choix faits et enfin, ce soit fait pour une raison. C'est juste ça, je Je pense. pensais que l'Odyssée avait moyen de faire un vrai truc, c'était de montrer des costumes qu'on voit jamais, c'est-à-dire des costumes de ces époques. c'est des mythes. Antique. Après, c'est très courant que même des films qui se positionnent comme ayant des costumes historiques, par exemple, je pense à l'adaptation des 5 filles du Dr March de Greta Gerwig, qui a des costumes faits par Jacqueline Durand. En fait, ils se positionnent comme historiques, alors que si on fait attention à l'histoire du costume, ça ne l'est pas. Mais c'est juste que si on reprend les codes de la mode de certaines époques, déjà, ça va nous sembler très moche pour nos goûts actuels. Et aussi pour des périodes encore plus anciennes, l'Antiquité... J'y arrive plus. Adaptation. L'Antiquité. En fait, on en a une perception complètement faussée par le fait, ne serait-ce qu'on perçoit tout ça très blanc parce qu'on a oublié qu'il y avait de la couleur Mais à un cette peu comme époque-là. les costumes du Moyen-Âge, on voit Oui, toujours c'est le ça. Moyen-Âge très terne, alors que c'est Alors très que c'est coloré, très hein, coloré. le Moyen-Âge. Et donc c'est pour ça que déjà, des fois, les gens vont se dire « Ah non, c'est pas du tout historique », alors que si, ça l'est. C'est juste qu'en fait, on a oublié que ces époques-là étaient très colorées et sont très différentes de ce qu'on pense actuellement. C'est un terrier de lapin, mais pourtant, il va falloir conclure, les amis. C'est cool les costumes. Gatsby, magnifique. Non, concluons. Baz Luhrmann fait des très beaux Ouais. costumes, mais Gatsby n'est pas le meilleur, je Ok. pense. Ok. Bon, ainsi se clôt le Joker sur les costumes. À qui donnes-tu ton Joker? Attends, déjà, il faut qu'on réussisse à filer celui de Fletty. Non mais à qui Et, donnes-tu- et en plus, ça devait être moi après. Je voulais gérer ça entre vous. Owen, je pense qu'il le mérite. Merci. Ouais, ça fait 2 personnes qui te le donnent. À un Ouais. moment donné, faut que tu l'aies. Ah, mais j'étais pas au courant. Mais non, c'est pas ça. C'est que l'épisode précédent, on me l'a filé. Sauf que Ah. Fletty, il a dit ouais, mais moi j'ai une idée de Joker et tout pour dans 2 épisodes, mais du coup, je vous envoie ça. Et c'était ça son idée? Oh, Oui, c'était. Oui. oh, c'est dur. Bon, Il y a un on peu de verra jugement, bien. là, hein. On verra bien. On n'aura aucun autre choix que de choisir un. Attends, c'est de mettre tous les films qu'on a vus. C'est un Alors, jeu de il y mots. on aura va aucun envoyer de autre l'aide, choix, il va falloir envoyer de l'aide de- parce que là, je vais hurler haut. Et c'est jamais fini, Jeff. C'est ok comme fin. Non, Ou c'est c'est jamais. over. Faut que je retourne à Silent Hill Ah oui, derrière. pour aller Pour aller à pied d'œuvre. pour aller voir le maître de l'esprit. Ouais. Quoi? C'est un anglais nul. Bon, l'émission est terminée. On arrête. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram et TikTok. Merci beaucoup Alice de Merci t'être à vous. rejoint à nous. Merci beaucoup. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Des grandes bises. À dans 2 semaines. Salut. Et fêtez bien la Saint-Valentin. It's never over. Bisous, bisous. Ah non, c'est déjà passé la Saint-Valentin.